Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, on va parler d'une compagnie qu'on appelle Datadog. Donc, on va aller regarder rapidement ici les états financiers de la compagnie, histoire de voir si en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci pourrait, le prix actuel est tout simplement intéressant. Si, je dis bien si. OK? Je ne suis pas en train de vous dire que c'est une compagnie extraordinaire ni quoi que ce soit. C'est une compagnie de croissance. OK? Et évidemment, c'est une compagnie de croissance. Généralement, qu'est-ce qu'on demande? On demande à ce que l'entreprise s'auto-finance au minimum. OK? Donc, ça veut dire que pour une compagnie de croissance, on va faire beaucoup de guesstimations. OK? Donc, croissance dans quel secteur d'activité? C'est également ça, c'est également important à aller regarder. Donc, ici, on a un segment d'activité qu'on appelle le segment des software. Donc, il faut aller regarder ici, est-ce qu'on a un modèle SaaS? Est-ce que c'est un modèle par abonnement? Ce genre de choses-là. Donc, nous avons des marges ici de combien? On commence par la marge brute parce que quand je vois un segment logiciel, j'aime bien aller regarder la marge brute. Et quand je vois une marge brute de 80%, ce serait difficile de voir cette compagnie ici avec moins de 10 à 20% ici de marge bénéficiaire à long terme. Ce serait difficile. OK? Je n'ai pas dit que ce sera le cas, mais ça serait difficile de voir le contraire. Parce que les entreprises qui exercent dans le même secteur d'activité et qui ont à peu près les mêmes marges ici ont tendance, les mêmes marges brutes ont tendance ici à s'échanger, à avoir des marges nettes ici plus élevées aux alentours de 10 à 15, donc supérieures même à 20% parfois. OK? C'est pas rare. En termes de EBITDA ici, qu'est-ce qu'on regarde? Vu qu'on a des grosses margines, on va regarder maintenant, est-ce qu'on a des EBITDA positifs? On constate quoi ici? En date d'aujourd'hui, les EBITDA, ce n'est pas trop ça. Donc, il y a de grandes chances que cette compagnie ne s'autofinance pas. Déjà, quand vous avez des EBITDA négatifs, ça m'étonnerait que vous ayez des free cash flow positifs. Et quand on regarde les free cash flow ici, ils sont plutôt positifs. Et là, je me dis, mais comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Et là, je pense qu'on a affaire à ce qu'on a souvent l'habitude de voir dans les compagnies, sur les compagnies technologiques, le fameux stock-based compensation. OK? Donc, c'est-à-dire payer les actionnaires, payer les employés ici avec des actions, rémunérer les employés ici avec des actions. On économise certes de l'argent, mais c'est une dilution derrière. Donc, en fait, techniquement, les deux s'annulent, ça vaut zéro. Donc, si les free cash flow sont essentiellement basés sur les stock-based compensation, bah, techniquement, il n'y a pas de free cash flow. Et ça m'étonnerait qu'elle puisse avoir des free cash flow positifs alors qu'elle a des EBITDA négatifs. Ça n'a pas de sens. Donc, on regarde ici Datadog. Donc, c'est Datadog ici, Investor. On va regarder Investor Relation. Parfait. Donc, je vais juste prendre ici un document, par exemple, le 10Q. Donc, on va regarder ça ici, le Financial, Sec Filing. On va prendre ici voilà, on va prendre ici on va prendre un Annual Report. Pourquoi pas? Même si on veut regarder les résultats trimestriels. En fait, je vais juste regarder ici où est-ce qu'ils tirent à peu près la majeure partie de leur free cash flow, vu qu'on a des free cash flow positifs depuis plusieurs années. Donc, on va aller regarder ici au niveau du Testament of Cash Flow. Donc, voilà, le tableau de flux de trésorerie. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà, je pense qu'on l'a ici. C'est un tout petit, c'est petit, mais bon, je pense on va réussir à trouver l'information. Regardez ceci. On a des free cash flow positifs de 2020 à 2022. On a des les cash flow opérationnels sont positifs. D'accord? La dépense en capital ici, elle est où? Dépense en capital, property plan, voilà. On a à peu près une dépense en capital ridicule, presque rien du tout. OK? Mais attention, capitalize, software development, etc. Cost, ça paye qu'une dépense en capital ici. Il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je pense que les deux s'y vont ensemble. Donc, ça m'étonne. La dépense en capital est peut-être de 35 millions, etc. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le net income. Parce que le free cash flow. Parce que le free cash flow ici sera affecté par quoi? On va prendre la partie, le cash flow opérationnel, moins la dépense en capital ici. Donc, celle qui est marquée à ces niveaux-ci, moins le 35, on va avoir une dépense en capital positive. Or, comme je vous l'ai dit, quand je regarde ceci, je pense que la dépense en capital doit être entre 30, on a à peu près 65 millions. Donc, déjà, il y a un problème à ces niveaux-ci parce que je ne pense pas. Le capitalize software development ici, pour moi, je considère ça comme étant une dépense en capital. OK? So, ici, en termes, qu'est-ce qui influence grandement les cash flows opérationnels? Vu qu'elle n'a pas de bénéfices nets. Vu également parce que généralement les free cash flows peuvent être influencés par la variation du besoin en fonds de roulement, par la variation également ici la variation ici de la dépréciation amortissement. Donc si on a une dépréciation amortissement plus élevée plus élevée que la dépense en capital, on peut avoir des free cash flows plus élevés que les net income. Généralement c'est ça la grosse variation ici. Mais quand vous regardez ceci, stock-based compensation, c'est combien? 363 millions. Donc, si j'enlève 363 millions de ce montant, il va nous rester à peine 50 millions. Et si j'enlève 50 millions aussi par rapport à la dépense en capital, on aura à peu près un free cash flow inférieur à 15 millions. Peut-être même un free cash flow négatif parce que si je prends ces deux éléments-ci, ça sera négatif. Donc, je pense que ces free cash flows-ci, les free cash flows de cette compagnie sont trompeurs. Donc, ce qui me permet de dire ici qu'elle n'a pas de free cash flow. Elle n'a pas de free cash flow. OK? Donc, pour le moment,
Et c'est très commun sur les compagnies technologiques. Donc, vous allez voir ici, est-ce qu'en termes de net income, est-ce que le nombre d'actions augmente ici? Vous voyez qu'il augmente assez légèrement, mais il augmente quand même. OK? Donc, évidemment, est-ce qu'elle a une énorme dette ici parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à s'autofinancer, parce que c'est le cas, elle n'arrive pas à s'autofinancer, ou bien elle s'autofinance à peine avec à peu près ici un certain maquillage comptable ici. Donc, faites attention. Est-ce qu'on a de la dette? Et je n'aimerais pas voir de la dette ici. Elle a du cash net. C'est une bonne chose. Donc, elle a la capacité de souffrir, OK? Et la dépense en capital n'est pas énorme ici. Donc, techniquement, le cash qu'elle a présentement peut lui permettre de relancer la dépense en capital ici. C'est déjà une bonne chose, OK? Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Nous avons une entreprise ici qui a des marges brutes assez correctes ici, mais qui n'a pas de bénéfice net, qui n'a pas de free cash flow, qui a des EBITDA négatifs. Comment est-ce qu'on va l'évaluer? Simple, vous allez regarder ici, vous allez faire beaucoup de guesstimations. Déjà, il faut comprendre ce business-ci pour faire de la guesstimation derrière, parce que là, vous allez faire confiance aux analystes. Et le fait n'est pas juste de regarder ici que oui, mais les analystes s'attendent à peu près à 8 milliards. Pourquoi est-ce qu'on va atteindre 8 milliards? Regardez la taille du marché, questionnez la taille du marché. C'est très important, OK? Ici, en 2027, les analystes, et je vais être très optimiste, vous constatez qu'à partir de ce niveau-là, il y a un seul analyste qui a fait des prévisions. Donc, c'est très instable. D'accord? Déjà qu'à 28, c'est instable. Imaginez donc quand c'est une seule personne qui fait des prévisions. Donc, on va ici analyser la compagnie ici. On va exagérer. D'accord? Ça veut dire quoi? On s'attend à 1,434 milliard en termes de bénéfices nets d'ici 2027. Donc, à peu près 5 ans aujourd'hui. 2023, 2024. 2023, 24, 25, 26, 27. 5 ans en incluant 2023. OK? 1,43 milliard sur 7 milliards 800 de revenus, ça veut dire qu'on s'attend à des marges à peu près de 18%. Donc, je vous l'ai dit, c'est à peu près 20% par là. Ça ne m'étonnerait pas. C'est tout à fait possible dans ce genre d'activité, sur ce genre d'activité. Maintenant, on a des marges ici. Bon, on pourrait même le calculer ici, c'est 18%, etc. Donc, les analystes s'attendent à peu près à du 5,51$ par action à cette période-là. Donc, ça veut dire que 5,51$ à partir de 2027, vu que l'entreprise ici, qu'on continue à avoir une croissance ici de 21%, donc il y a des grandes chances qu'on puisse négocier à 25 fois les bénéfices. OK? Donc, 25 fois les bénéfices. C'est-à-dire qu'à cette période-là, l'entreprise pourrait, si tout ceci se réalise, à 25 fois les bénéfices, elle pourrait valoir 138$ l'action. Aujourd'hui, elle cote à combien? Aujourd'hui, elle cote à 88$ l'action. Donc, on a une certaine décote, n'est-ce pas? Vous allez me dire certainement oui, mais faites attention. Jouer avec les chiffres, c'est facile. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Mais il faut faire maintenant attention. Pourquoi est-ce qu'on pense que les marges seront de 20%? Allez chercher l'information. Pourquoi est-ce que les analystes s'attendent à des revenus de 8 milliards ou 7 milliards 800? Allez chercher l'information. La taille du marché est importante. Qui sont les clients, etc. Pour les marges, il y a de grandes chances qu'ici, à un moment donné, que tout revenu supplémentaire ici en descende directement au niveau des bénéfices nets. Donc, ça serait possible. C'est pleinement possible. Mais cherchez également un concurrent qui est rentable ou bien une entreprise qui est dans le même secteur d'activité qui a à peu près les mêmes marges. OK? C'est important. Ou bien également vérifier sur le management, vous la mentionnez. OK? C'est également important. Donc, en date d'aujourd'hui, on va se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Mais attention, c'est à partir d'ici 2027. Donc, je vais attendre 5 ans pour que ça se réalise. Techniquement, si c'est le cas, et si j'ai même envie d'attendre 5 ans, je veux l'acheter à moitié prix aujourd'hui. Donc, ça dit qu'en date d'aujourd'hui, ça ne va pas m'intéresser à moins de 70$ à l'action. OK? Ça ne va pas m'intéresser personnellement. Mais est-ce que même si on arrive à 70$ à l'action, est-ce que moi, Thierry, je vais prendre en position cette entreprise ici? Je vous dirais non, pas du tout, elle ne m'intéresse pas. D'accord? Peut-être parce que je ne comprends pas le business ou bien je n'ai jamais regardé au-delà des chiffres ici. Mais je sais qu'au prix actuel, si on se fie à ces prévisions-ci, l'entreprise n'est pas si... vous comprenez que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Mais attention, c'est une estimation qui prend en considération les bénéfices nets de 2027. Si on se base plutôt sur les mêmes marges à partir de 2025, disons, d'accord? Disons qu'elle a la possibilité d'avoir des marges de 20% ici en 2025, en 2023 déjà. Donc, on s'attend à 1,57$ par action. Si on prend 1,57$ ici à 25 fois les bénéfices, et d'aucuns vont me dire ici que oui, mais 25 fois les bénéfices, c'est une compagnie, le taux d'intérêt a augmenté, etc. Ça m'étonnerait qu'on paye 25 fois les bénéfices. Mais attention, c'est une entreprise qui a une 25% de croissance. Même à 10% de croissance ici, je pourrais payer 25 fois les bénéfices. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous payez 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui et qu'on arrive à avoir 10% de croissance sur les 5 prochaines années annuellement, ça veut dire 1, 2, excusez-moi, ça fait 25 divisé par 1,1. Donc, ça dit que vos bénéfices nets vont augmenter de 10% par an. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En réalité, si vous payez 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui et que les 10% ici se réalisent, vous aurez payé 15 fois les bénéfices. Donc, vous voyez que ce n'est pas fou de payer 25 fois les bénéfices quand on a une croissance de 10% au moins sur les 5 prochaines années.
D'accord? Si c'est au-delà, c'est encore mieux. So, on paye 1,57$ ici pour 2025. On s'attend à 1,57$ pour 2023 plutôt. Pour 25 fois les bénéfices, ça fait 40$. Extrapolons un tout petit peu. 2024 ici. Les analystes s'attendent à peu près à 2$ par action. Normalement, si l'entreprise arrive à avoir ses marges de 20%, or ce n'est pas encore le cas, donc il y a beaucoup d'estimations également ici, donc ça revient à peu près à 50$ l'action. Donc techniquement, vu qu'on aime acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance, idéalement on aimerait l'acheter aux alentours de 40$. Mais est-ce que ça va arriver à 40$? Je vous dirais, ne soyez pas si certain que ça, parce que l'entreprise a les moyens de s'autofinancer en date d'aujourd'hui, donc techniquement, elle n'a pas besoin de lever du cash. OK? Donc, juste avec le cash qu'elle a présentement là, elle peut relancer la dépense en capital ici. Et la dépense en capital est de l'ordre ici de 60 millions par an. Et le 60 millions en question ici, elle a près d'1 milliard. Donc, techniquement, pendant 10 ans, si la dépense en capital reste, si on a on garde le même niveau de dépense en capital, c'est un business qui peut avoir qui peut juste s'autofinancer avec son cash. On va le dire comme ça, avec le cash qu'elle a en banque. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste. OK? Maintenant, toute compréhension du business model ici est la bienvenue. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas investir sur cette compagnie ici, même si elle est quantitativement sous-évaluée, avec les estimations qu'on a prises ici, sans comprendre le business model. OK? Donc, moi, je vous dirais ici, en date d'aujourd'hui, idéalement, c'est une compagnie, comme je l'ai dit ici, j'aimerais la voir ici, on était à 138$, 134$, on aimerait la voir ici aux alentours de 70$ l'action. OK? 70$ l'action. Pour à peu près espérer doubler le capital ici sur 5 ans. Parce que moi, c'est mon but, doubler mon capital sur 5 ans. OK? Ça ne me sert à rien de faire 10% en moyenne sur 5 ans. D'accord? Je veux doubler mon capital sur 5 ans. Sinon, j'achète un ETF. Point barre. So, Datadog, au prix actuel, ce n'est pas surévalué, mais il y a un tout petit peu de guesstimation déjà inclus à l'intérieur. Donc, par rapport au prix actuel, si je fais 25 fois les bénéfices, on est à 3,53$. Donc, on a déjà presque c'est presque les bénéfices nets ici de 2025. OK, 2026. 2026, c'est dans presque 3 ans et demi. Donc, d'ici là, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Compétition, la compétition peut être de plus en plus rude, le business peut être obsolète, donc je n'en sais rien. Pour le moment, je n'en sais rien. Peut-être qu'ici, je n'ai pas encore lu sur la compagnie, mais ça prend déjà en considération beaucoup de guesstimations. Donc, un prix idéal pour moi, c'est 70$. Sinon, parfaitement, c'est 40$. OK? À 40$, je peux dormir sur mes deux oreilles. Bref, allez-y lire les rapports financiers si ça vous intéresse. Dans tous les cas de figure, moi, au prix actuel, voilà, vous connaissez déjà mon avis. OK? Merci.